Dans la confusion des temps, chaque jour des arbres tombent et des ponts sont coupés. La phrase n'est pas de moi. Mathieu Riboulet l'a écrite dans « Nous ne sommes plus ici », le dernier texte de « Nous campons sur les rives ». Nous serons demain soir ici avec Mathieu Riboulet. Vous savez comme moi combien ici nous sommes toujours avec lui dans ses mots, dans ses pas. Nous avions, lui et moi, un projet de livre à 4 mains autour de Giono. Il m'avait offert pour saluer Melville. Et je ruminais ce livre, je l'ai ruminé trop longtemps. Nous n'écrirons pas à 4 mains, je n'écrirai pas ce livre. Mais c'est une raison puissante et suffisante, une raison de cœur et de sens pour commencer cette lecture tissée avec Jean Giono, qui nous raconte dans Prélude de Pan, la 2e nouvelle de Solitude de la Pitié, qui nous raconte donc une vieille histoire d'orage et d'orgie, où les arbres tombent, où les ponts sont coupés, où la confusion des temps rugit et mord. C'est le 4 septembre, c'est le jour de la fête votive. On a bu, on a bu, on a bu. Ensuite, c'est le silence, le gros silence de midi. C'est au milieu de ce silence qu'un homme arriva par le chemin de la forêt. Il venait dans l'ombre des maisons. Il avait l'air de se musser sous cette ombre. Il allait 2 pas, puis il épiait, puis il faisait encore quelques pas légers en rasant les murs. Il vit notre peuplier. Alors, il osa traverser une grande plaque de soleil et il vint vers l'arbre. Il resta là un moment à renifler. Il prenait le vent, il avait le dos rond comme les bêtes chassées. De sa main, il caressait la vieille peau de notre arbre. À un moment, il abaissa une branche et il mit sa tête dans les feuilles pour les sentir. Enfin, il s'avança jusqu'au café du peuple. Il écarta le rideau et doucement, il entra. J'avais vu ça de ma fenêtre. J'allais déjà faire ma sieste. La fête était peu de choses pour moi. J'étais seule à la maison. Maintenant, c'est d'après le dire d'Antoine qui le servit. L'homme était maigre et tout sec, sans âge. Il était sans veste, en chemise de fil bleu comme le ciel. Il en avait retroussé les manches et on voyait ses coudes plissés et noirs comme des blessures de branches sur un tronc. Il avait du poil sur la poitrine comme un chien de berger. Il demanda de l'eau, pas plus, et il dit « Je payerai ». Une fois dit, ça n'avait pas l'air qu'on puisse aller contre. On lui donna son eau, il l'a voulu dans un baquet. Antoine m'a raconté. Je suis allée dans la cuisine et j'étais tout intriguée. Je n'ai rien dit à la femme, mais j'ai regardé l'homme par un accroc du rideau. Il a bu à même le baquet comme les bêtes. Puis, il a tiré de sa poche 3 pommes de pin, il les a dépouillées sur la table, il s'est mis à croquer les graines. Il les prenait à la pointe de ses ongles, il les broyait du bout des dents. De là où je le regardais, il semblait un gros écureuil. Le repas de midi, ça dura des heures, parce qu'on avait préparé toutes les viandailles de la terre. D'abord, on avait sorti le saucisson du pot à huile, et il était là, dans l'assiette, blanc et gras comme une grosse chenille. On avait mis à cuire le coq à l'étouffée et les lapins au sang. On avait tué des chèvres. Ça sentait partout la viande écrasée et l'herbe morte. On avait bu des vins. C'est là toute la fête chez nous.
on se fourrait dans la bouche de grands morceaux de blanc de coq qui pendaient au bout des fourchettes comme des lambeaux d'écorce de frêne. À la fin, dans toutes les maisons, ça sentait toutes les odeurs, sauf les bonnes. Il pouvait être dans les 3h30 quand l'homme, ayant fini son repas, se dressa. Il paya. Antoine ne voulait pas de sous pour de l'eau. L'homme dit « pour le coin de ta maison où je me suis assis ». Et il le força à prendre une pièce. Mais, comme il allait pour sortir, voilà toute l'équipe à Boniface qui arrive et qui bouche la porte et qui entre en se bousculant avec des « saluts la compagnie » parfumés au saucisson. Dans cette équipe, il y a tout ce qui se fait de plus gros en fait de bûcheron. L'homme essaya bien un peu de passer entre eux, puis il recula dans son coin d'ombre, et tous les gros autres s'étant installés au beau milieu, il n'osa plus. Il était, paraît-il, comme une bête prise au piège. Il tournait la tête de tous les côtés pour chercher à s'en aller. Son beau regard affolé suppliait. Enfin, tout ça, c'est le dire d'Antoine, et peut-être son souvenir est tout brumeux de ce qui a suivi. Donc, l'homme se renfonça dans son coin où il y avait de l'ombre, et le café recommença à s'emplir. Moi, c'est à peu près à ce moment-là que je me levai de ma sieste. Et je me souviens que mon premier travail fut d'aller à la lucarne du grenier pour voir le ciel. Le bleu s'était rétréci. Il y avait 2 ou 3 mauvais nuages qui pointaient au-dessus de la montagne pour voir ce que nous faisions. Ça passera pas le soir, je me dis. Enfin, pour moi, levé sur ces 4 heures de tantôt, il n'y avait qu'une chose à faire, aller chez Antoine. Comme ça, je suis arrivée, que c'était déjà commencé. En approchant, je me dis, on se dispute. On entendait gueuler le Boniface. J'entrai. Ils étaient tous tournés vers le fond de la pièce, vers une chose que l'ombre délivra un peu de temps après et qui était l'homme. Il émergea de l'ombre comme d'une eau. Je ne sais pas si ce fut l'effet du jour qui tournait autour du village et venait un peu d'aplomb, ou si la force de cet homme rayonnait de lui en délayant l'ombre. Le fait est que je le vis tout à coup. Il était debout, très triste, accablé par une grande pensée qui teignait ses yeux en noir. Sur son épaule s'était posée une colombe des bois. Et c'est à ces deux-là, à lui et à la colombe, que le Boniface, tout perdu de vin, en avait. Il paraît que ça avait débuté drôlement. D'abord, il faut dire, toute cette équipe de gros hommes, les bûcherons de la taille 72, là-haut, près du Garnesier, arrivaient tout droit des Hauts-Bois après plus de 100 jours de campement solitaire. Ils venaient de vivre plus de 100 jours, je vous dis, avec comme compagnons le ciel et les pierres. La forêt, ça n'était pas leur compagne, ils l'assassinaient, ce qu'il faut faire pour vivre quand même. Cette amitié qu'ils étaient forcés d'avoir pour le grand ciel tout en acier, pour l'air dur, pour cette terre froide comme de la chair de mort, ça leur mettait au cœur le désir d'embrasser les arbres comme des hommes, et voilà qu'ils étaient là, au contraire, pour les tuer. C'est un peu, sauf votre respect, comme si vous, qui aimez Berthe, je le sais et elle le mérite, on vous obligeait pour vivre à la tuer, elle, et à faire des boudins avec son sang. Excusez-moi, c'est pour dire, mais vous comprenez maintenant. Alors, pour en revenir à ces gars, ces choses contenues de leur désir et de leur amour, ça se changeait en méchanceté contre les gens et les bêtes. Ils étaient là, avec leurs barbes comme de la mousse, avec leurs gestes habitués à l'espace de l'air et qui étaient plus larges que les nôtres. Le Boniface avait apporté dans la poche de sa veste de velours cette petite colombe des bois. Il s'était mis dans la tête là-haut de l'apprivoiser. Et,
Comme chaque fois qu'il la lâchait, elle jaillissait dans la cabane, renversait la chandelle et volait comme une folle contre le mouchoir de la fenêtre, il lui avait cassé une épaule. Oui, vous voyez ça? C'était déjà pas mal. Et il avait fait ça à jeun, de son libre propos, avec ses grosses mains qui sont comme des feuilles de bardane. Il avait serré l'oiseau gris dans sa grosse main et il avait tordu l'aile jusqu'à entendre craquer les os. Donc, elle était là, la pauvre bestiole, toute estropiée, à traîner son aile comme un poids mort. Elle était là, avec cette chose morte qui lui pesait. Comme ça, il lui avait enlevé d'un seul coup tout le ciel, tout le bon d'aller dans le vent à la vitesse de l'air. Elle était là, à se traîner sur la table dans de la dégueulure de vin. Lui, étalé sur sa chaise, avec son ventre plein qui débordait du pantalon, il riait. Il riait et il regardait cette pauvre petite chose. Il avait appesanti sa force sur ça, et d'une bulle de plume, il en avait fait cette petite pelote toute gauche qui boitillait contre les verres, qui était là à se traîner en gémissant. Quand elle s'éloignait de lui, il la giflait d'un revers de main et il la renvoyait comme une balle au milieu du vin répandu. Et alors l'oiseau essayait d'ouvrir ses ailes, et la plaie de son épaule se déchirait. Et il avait alors un long cri pour se plaindre, et il restait longtemps le bec ouvert, tout tremblant et la tête éperdue. Comme ça faisait 3 fois, l'homme du fond dit « Laisse cette bête ». De saisissement, d'entendre parler dans un coin où il croyait qu'il n'y avait personne ou bien d'autre chose, le Boniface se tourna. Et la colombe avait été touchée par cette voix aussi. Et cette voix, ça avait dû être un peu d'espoir pour elle. Et elle devait la connaître d'instinct, parce qu'aussitôt, il paraît, la voilà qui se ramasse, la voilà qui supprime son mal d'un coup de volonté, la voilà qui tend brusquement la voilure de ses plumes et, dans un roucoulis, elle s'élance vers la voie. Elle était toute sale de vin. On l'entendait là-bas contre l'homme. Elle râlait de joie et on entendait aussi l'homme. Il parlait à la colombe. Il lui parlait le langage des colombes. Et la colombe lui répondait de sa voix triste. « Qui c'est, celui-là » demanda Boniface. Le café était maintenant plein de monde, mais personne ne savait qui c'était, celui-là. C'est à ce moment-là que j'entrai. C'est à ce moment-là aussi qu'un de ces nuages de tout à l'heure, bien blanc, tout massif comme un galet, passa au-dessus du village réfléchissant le soleil. Un jet de lumière éclata sur les vitres de la fenêtre. Le fond du café s'éclaira. On vit l'homme. « Fiche-nous la paix, toi, garçon, et rends-moi ma bête, » dit Boniface en tendant sa main. L'homme avait la colombe sur son épaule. Il se tourna vers elle et lui parla dans le langage des oiseaux. Il soupira. La large main de Boniface était toujours tendue de son côté. « Allons. »« Je la garde, » dit l'homme. « Ça. » Eut seulement le temps de dire Boniface, tant il était comme écrasé par le sang-plan de l'homme. « Ça alors ?» Et il se dressa en faisant craquer la chaise. Il était dans notre salle à boire, debout comme un tronc de chêne. Et il resta comme ça, parce que l'autre continuait de sa petite voix tranquille. Cette voix, dès entendue, on ne pouvait plus bouger ni bras ni jambes. On se disait « Mais j'ai déjà entendu ça ?» Et on avait la tête pleine d'arbres et d'oiseaux et de pluie et de vent et du tressautement de la terre. « Je la garde, » disait l'homme. « Elle est à moi. De quel droit, toi, tu l'as prise et tu l'as tordue ?
De quel droit, toi, le fort, le solide, tu as écrasé la bête grise? Dis-moi, ça a du sang, ça, comme toi. Ça a le sang de la même couleur et ça a le droit au soleil et au vent, comme toi. Tu n'as pas plus de droit que la bête. On t'a donné la même chose à elle et à toi. T'en prends assez avec ton nez. T'en prends assez avec tes yeux. T'as dû en écraser des choses pour être si gros que ça au milieu de la vie. T'as pas compris que jusqu'à présent c'était miracle que tu aies pu tuer et meurtrir et puis vivre toi quand même avec la bouche pleine de sang, avec ce ventre plein de sang? T'as pas compris que c'était miracle que tu aies pu digérer tout ce sang et toute cette douleur que tu as bu? Alors, pourquoi? On était tous comme des bûches mortes alignées au bord du chemin. Il est fou, celui-là, dit Boniface. Non, il n'est pas fou, redit l'homme, c'est toi qui es fou. N'est-ce pas folie que de meurtrir ça? Il prit délicatement la colombe sur son épaule. Il avait des gestes doux avec elle. Elle était là, dans ses mains, à roucouler tout gentiment. Et il déploya la pauvre aile morte, et il la faisait voir à tous, ballante, sans vie, comme une chose retranchée du monde. Et nous avons fait alors, oh, tous ensemble. Et ça n'était pas à la gloire de Boniface. Encore une fois qu'il fait le gros. Tu me la rends, ma bête? Je t'ai dit non. Je la garde. Tu t'en sers trop mal. Alors, on les regarda parce que Boniface, on le connaît. C'est pas un trop mauvais garçon. Mais quand on le bute, quand on y va trop par le revers, ma foi, il n'est pas le dernier à sortir ses poings, et on pensait il y est allé un peu fort, l'étranger. Antoine parut sur le seuil de la cuisine. La salle à boire n'est pas très grande. D'un pas, Boniface pouvait être au fond. Il fit ce pas. Il dressa son bras qui était comme une branche maîtresse, son poing au bout comme une courge. Et il resta comme ça, le bras en l'air. L'homme avait replacé la colombe sur son épaule. Il avait eu pour elle un petit murmure, comme pour lui dire « N'aie pas peur, reste là ». Et il avait tourné vers nous sa face de chèvre avec ses deux grands yeux tristes allumés. Il resta un moment à réfléchir, l'œil sur nous. Puis il se décida. Il pointa lentement son index vers Antoine et il lui dit « Va chercher ton accordéon ». Comme ça. Et c'était autour le grand silence de tous, sauf dehors, où la fête continuait à mugir comme une grosse vache. Et pour moi qui étais là, je peux vous dire, c'était exactement comme si j'avais eu la bouche pleine de ciment en train de durcir. Et pour les autres, ça devait être pareil. Et pour Boniface aussi. Personne ne fit un geste, même pas des lèvres. Il y avait sur nous tout le poids de la terre. On entendait au-dessus du café le pas d'Antoine qui allait chercher son accordéon dans sa chambre. Puis ce fut son pas dans l'escalier. Puis le voilà. Il était là, avec l'instrument entre ses mains. Il était prêt. Il attendait le commandement. « Joue », lui dit l'homme. Alors, il commença à jouer. Alors, ceux qui étaient près de la porte virent arriver les nuages. Le gros Boniface laissa retomber lentement son bras et, en ce même moment, il levait la jambe doucement dans la cadence et l'harmonie de la musique qui était plus douce qu'un vent de mai. Puis, Boniface leva l'autre jambe et il arrondit ses bras et il se dandina de la hanche, puis il bougea les épaules, puis sa barbe se mit à flotter dans le mouvement. Il dansait.
Il dansait là, en face de l'homme, qui ne le quittait pas des yeux. Il dansait comme en luttant, contre son gré, à gestes encore gluants. C'était comme la naissance du danser. Puis, petit à petit, toute sa mécanique d'os et de muscles huilés de musique prit sa vitesse, et il se mit à tressauter en éperdu, en soufflant des en profonds. Ses pieds battaient le plancher de bois. Il se levait sous ses pieds une poussière qui fumait jusqu'à la hauteur de ses genoux. On était là, comme écrasés, à regarder. Pour moi, je n'étais plus le maître ni de mes bras, ni de mes jambes, ni de tout mon corps, sauf de ma tête. Elle était libre. Elle avait tout loisir de voir monter l'ombre de l'orage, d'entendre siffler le vent du malheur. Pour les autres, je crois, c'était la même chose. Je me souviens, on avait été tous empaquetés ensemble par la même force. Le plus terrible, c'était cette tête toute libre et qui se rendait compte de tout. D'un coup, du moment où l'homme était devenu le chef, nous avions tous eu le regard tiré vers lui et nous ne pouvions plus l'en détacher. Il avait une maigre barbe en herbe sèche, longue et tout emmêlée. Il avait de beaux yeux ovales, pleins de couleurs jusqu'au ras des cils, sans une tache de blanc, huileux comme les yeux des chèvres qui rêvent. Il en coulait des regards qui étaient des ruisseaux de pitié et de douleur. Maintenant, le Boniface sautait comme un arbre en proie au vent, et tous ont débordé du désir d'être avec lui, hanche à hanche. On attendait l'ordre. Il vint, dans un de ces regards qui passa sur nous comme un pinceau, et chacun prit sa forme. À ce moment-là, il éclata un coup de tonnerre comme un écrasement et le regard vint sur moi. Je fus touchée comme par une balle de fusil et envoyée en pleine danse sans savoir. Et puis les autres, et puis les autres. Ça virait, ça tournait, on avait de la poussière jusqu'au ventre et la sueur coulait de nous comme de la pluie. Et c'était sur le parquet de bois un tonnerre de pieds. Et on entendait les en du gros Boniface, et les tables qui se cassaient, et les chaises qu'on écrasait, et le verre, des verres et des bouteilles qu'on broyait sous les gros souliers, avec le bruit que font les porcs en mangeant les pois chiches. Et il y avait une épaisse odeur d'absinthe et de sirop qui vous serrait la tête comme dans des tenailles. Les tenailles brutales de la sauvagerie ordinaire voudraient refermer sur nous leurs crocs de métal froid. Les vents d'orage passent sur nous et nous tordent et nous plient et nous traversent. Ensuite, traversés, tordus, rabotés, évidés, saccagés, plus ou moins massacrés, d'aucuns continuent. Fourbus, ils continuent. Fourbu est le maître mot d'un texte que j'ai écrit en août 2016 dans un vrai faux journal d'été, publié dans les Moments littéraires. Donc, dans ce vrai faux journal, en date du jeudi 18 août 2016, il dit « Mon frère dit, d'une vache jeune morte en juin, elle n'est pas tombée fourbue. » Je lui demande ce que c'est exactement tomber fourbue. Il dit d'un seul coup, c'est tombé d'un seul coup. Mon frère ne tombe pas fourbu. Pourquoi, comment Léonard, dont la femme et le fils ont été écrasés sous ses yeux le soir du 14 juillet 2016,
sur la promenade des Anglais à Nice, ne tombe-t-il pas fourbu? N'est-il pas encore tombé fourbu? Madame P., 84 ans, a enterré en 2001 sa fille emballée par un cancer à 49 ans. Et 3 ans plus tard, son fils, retrouvé mort dans son lit à 56 ans. Sans parler de son mari, qui est un vieux mort très usé. Madame P. ne tombe pas fourbue, elle aurait même bon pied bon œil et serait la reine de la tarte aux pruneaux. Ne tombent pas fourbus les femmes ravinées qui mendient dans les rues de Paris, les Érythréens, les Afghans, les basanés aux mains longues, ceux qui ont traversé la Méditerranée et n'ont pas été noyés, eux, ceux qui n'ont pas été découpés à la machette au Rwanda en 1994, eux, ne sont pas tombés fourbus, ceux et celles qui n'étaient pas morts dans les camps. Nous ne sommes pas des bêtes, même pas. D'aucuns continuent, d'aucuns ne continuent plus. Ils lâchent, ils cèdent, les digues craquent. Leurs pensées s'arrêtent, la beauté déserte. Chez les paysans du Cantal, auxquels vous savez peut-être que je tiens par certaines fibres très enquistées de mon être, chez les paysans du Cantal, donc, quand ils ne continuent plus, ça donne ça. Ça s'intitule « Jour de colère » et ça a été publié dans le 1 en septembre 2015. La tarte est au four. Depuis tout ce temps, sans la mère, il a appris. Jamais, quand elle était là, le père ou son frère ou lui ne se serait mêlé de ces choses. La nourriture, le linge, le ménage. Après la mort de la mère, la sœur aînée, Colette, qui était mariée à l'autre bout de la commune et avait sa propre maison à tenir, lui a tout montré très vite, en quelques semaines. La mère était partie d'un seul coup. On n'avait pas eu le temps de prévoir. Mais Pierre avait souvent pensé depuis que de toute façon, la mère n'aurait pas voulu ou pas pu lui apprendre à lui, un homme, des gestes et des façons de faire dévolus aux femmes. Et pourtant, des frères célibataires qui finissaient ensemble dans une maison, il y en avait toujours eu dans les familles, mais pas chez eux, pas chez les Lacombe. Jean et lui seraient les premiers et les derniers. Il attend les cousines. Elles viennent une fois l'an, entre le 14 juillet et le 15 août. Elles arrivent vers 3 ou 4 heures, au plus tard, et repartent en début de soirée quand le chaud du jour est tombé. Pierrette conduit. Elle est plus aguerrie et plus jeune aussi, de 4 années seulement, mais à ces âges, ça compte. Suzanne et lui sont de 1933. Ils ont passé les 82 et ils se suffisent et font leur train sans rien demander à personne. Mais avaler 70 kilomètres de petites routes perdues avec des tournants impossibles seulement pour se rendre visite, ça devient trop difficile. La dernière fois où il s'est lancé, c'était en juillet 2013, le 12. Il était invité chez Suzanne pour son repas d'anniversaire. Il avait bien fait honneur à tout et s'était retenu de boire. Mais il avait cru ne pas revenir tant la fatigue l'avait pris. Il avait dû s'arrêter un moment à l'ombre, fermer les yeux. Il n'avait pas dormi. Il avait attendu, en évitant de penser à ce qui était perdu, à cette vaillance, à cette endurance qu'il avait eue toute sa vie, passant sans mollir d'un travail à l'autre, parce que, dans une ferme comme la leur, il fallait savoir tout faire. Il le sait, il le sent, jusqu'au fond des os, que la vieillesse est comme une maladie qui n'aura pas de remède, et se glisse entre lui et chacun de ses gestes, chacune des pensées qui le traversent, quand il gratte au jardin, quand il donne à ses 5 poules, quand il casse son bois dans l'appentis collé contre la maison, ou quand il sort la voiture du garage le mercredi matin pour partir aux courses à Riom.
Il pourrait s'arranger avec l'épicier qui passe le lundi et le jeudi et vend de tout. Mais il aime aller faire son tour à Riom, surtout l'été, quand c'est plein de monde, avec des jeunes, des enfants et des gens que l'on ne connaît pas. Il prend son temps. Personne ne l'attend à la maison. Quand Jean était encore là, il n'aimait pas le laisser. Maintenant, il s'arrange à sa façon et ça, c'est appréciable, même s'il préférerait que son frère soit toujours avec lui dans la maison. Il le dira à Suzanne. Il le lui a déjà dit et elle pense comme lui. Ils le répéteront ensemble. C'est surtout avec Suzanne qu'il aime parler. Elle comprend mieux. Pierrette lui demandera des nouvelles de sa santé, boira du sirop, jamais de café. Elle mangera un morceau de tarte, mais à peine, presque rien. Il voit bien qu'elle se méfie de son ménage de vieux garçons. Elle regarde le verre et la petite assiette qu'il sort pour la tarte comme si elle voulait les passer au scanner. Elle se retient de poser sur le banc le journal ou un prospectus publicitaire avant de s'asseoir du bout des fesses, des fois qu'elle salirait un peu son pantacourt beige. Finalement, après une demi-heure passée dans la cuisine bien fraîche, il prend soin de tenir les volets fermés, quitte à allumer la suspension en plein jour. Pierrette sortira. Elle se jettera dehors en disant qu'elle va faire son tour et le plein de soleil. Ils resteront les deux avec Suzanne. C'est le meilleur, ils se comprennent sans phrase. Suzanne tourne son café dans le verre. Ils aiment ce petit bruit de la cuillère, même s'ils ne prennent pas de sucre. Au besoin, ils sortiraient pour Pierrette une tasse du service avec la soucoupe. On a ce qu'il faut dans la maison. Mais Suzanne et lui préfèrent le café dans le verre. On sent mieux le chaud et le goût. Suzanne est en colère. Elle parle raide et il est d'accord sur tout. Ils ont regardé les mêmes informations à la télé et lu les mêmes articles dans le journal. Tout l'été, ils ont vu les paysans, jeunes ou moins jeunes, qui manifestaient pour les prix du lait et de la viande, et pas seulement dans le coin, mais dans d'autres régions où les gens se débattent aussi et veulent vivre de leur travail. Suzanne s'énerverait. On n'est pas des mendiants, on ne demande pas la charité, on se démène, on y croit. Suzanne se penche vers lui par-dessus la table dans la bonne odeur des abricots cuits et secoue la tête. Son chignon bas est un peu en désordre. Elle pose, sur la toile cirée, un article découpé dans la montagne du 2 juillet et lui demande s'il l'a vu. Elle répète « Tu l'as vu, celui-là, tu l'as vu ?» Il l'a vu. Il se souvient du tracteur vert, du godet fixé à l'avant en position haute et du calicot bleu, des lettres rouges, un suicide tous les 2 jours, pourquoi ? Et de la combine de travail grise bourrée de paille et de foin pour faire plus vrai, pendue au godet. Il se souvient, il se taise. Ils se taisent. Ils sont vieux. Ils font comme ils peuvent, ils font ce qu'ils peuvent. Ils se taisent dans la touffeur de l'été et l'odeur des abricots cuits. Ils sont vieux. Les tenailles du temps les ont mordus. Les ponts sont coupés, les arbres sont tombés. Ils se taisent. Ne pas se taire. Se dresser, se redresser. Continuer. Penser, selon le menu du banquet, et selon les mots de Guillaume Apollinaire, sur le menu du banquet. Penser, avant de faire un trou dans la muraille, quelle forme il convient de donner à l'entaille afin que la beauté ne perde pas ses droits. La beauté, ce serait, par exemple, le cerisier de Tenley, dans Histoire de Tenley de Mario Rigonisterne. Le livre
commence avec un arbre. Un cerisier sauvage qui a poussé sur le toit de la maison de Tenley et dont, enfant, il a mangé, avant les merles et les grives, les petits fruits sombres et doux. Ces cerises d'enfance, on les imagine tièdes, un peu confites de soleil, on y pense. On les emporte avec soi, on en prend le goût à plein corps, à bouche fondue, parce que le livre est tout cousu d'abord d'images fortes qui vous tiennent comme on étreint, comme on berce. Les couches gelées sont étendues sur la barrière du jardin dans la nuit de décembre. Des poignées de neige fondent dans le décolleté des jeunes filles rieuses. On offre un cabas de pissenlit et des œufs frais. Les poutres parlent, et dans les étables, les brebis attendent le printemps, juchées sur un mètre de feuillage et de fumier mêlé, le museau collé à la petite fenêtre. Quand l'histoire commence, Tenley est un homme fait. Il a parents, femmes et enfants dans la maison au cerisier. L'été, il est berger. L'hiver, il est contrebandier. Comme le veut la tradition, en ce pays de plateaux frontaliers entre le royaume d'Italie et l'empire de François-Joseph. Les frontières s'apprennent avec les pieds. Les hommes chargés de marchandises les déjouent. C'est ainsi que les vies se gagnent en morte saison. Tenley, un jour de mars, donne un coup de bâton à un douanier trop entreprenant. Il doit partir, et des chemins s'ouvrent dans les plis chiffonnés de la vieille Europe. Il faut aller chercher ailleurs l'argent pour vivre, en Carinthie, en Styrie, en Hongrie, jusqu'à Prague. Au pays où il rentre chaque année pour Noël, Tenley vit caché. Des enfants lui naissent, mais les carabiniers ne trouveront pas l'impétrant au nid. On n'arrête pas Tenley. Son histoire est celle d'un homme qui marche, qui va et fait sa trace que nous suivons. C'est une affaire de corps, le sien, le nôtre, pris, les deux ensemble noués dans la matière des mots choisis qui font exister les choses, maisons, arbres, bêtes, les lieux, les saisons, le temps lui-même. La trace de Tenley s'enfonce dans l'épaisseur des années périlleuses qu'il traverse, celle de la charnière des siècles, celle de la Grande Guerre qui va tout broyer. Quelque chose sombre se défait, ça crie sans crier, les vies sont écrasées, les maisons sont arrachées, le cerisier est arraché et Tenley résiste. Il refuse, il se dresse, il résiste, il ne plie pas, il marche et échappe. Il est vieux, il se dresse, il est seul et il refuse. Nous sommes en décembre 1917, à la veille de Noël. La guerre a duré longtemps. La guerre a coupé des ponts, a broyé des vies, a tombé des arbres. Tenley Byntarn est vieux et il marche vers le cerisier. La nuit commençait à venir, l'air se faisait froid et humide. Il reprit son chemin en suivant un sentier à flanc de montagne qui le conduisit à une petite étable destinée à abriter les bêtes pendant l'été. Il y avait dans un coin un tas de feuilles sèches, des feuilles de hêtre bruissantes et moelleuses. Il s'étendit dessus et se couvrit pour se protéger du froid. Il pensait, à une certaine heure de la nuit, reprendre le chemin de sa maison. En 3 heures, même s'il marchait lentement et avec prudence pour éviter les militaires, il y arriverait. Il remonta sa montre, mangea un peu de ce qui lui restait dans sa musette, alluma sa pipe et attendit que le temps passe. Quand, avec précaution, il gratta une allumette pour regarder l'heure, il était 3 heures. Il se leva, peu après, secoua ses vêtements pour faire tomber les feuilles et sortit. Les nuages étaient tous descendus vers la plaine, et le ciel du côté des montagnes se montrait limpide et froid. Et le froid et le grand nombre d'étoiles lui rappelaient justement le ciel d'hiver au-dessus du toit de sa maison, avec la fumée qui sentait le feu de bois, la neige et les chants de Noël. Au fait, ça devrait juste être Noël, pensa-t-il. Posé contre le mur en pierre sèche, il y avait un bâton qu'avait dû laisser là un vacher durant l'alpage. Il le prit et se mit en chemin. Il partit d'un bon pas, le pas de quand il franchissait les frontières bien des années auparavant. Il évita les hameaux, les baraquements militaires, les compagnies d'ouvriers requis, les batteries de gros calibre, les postes de contrôle.
Mais pour faire cela, il lui fallut plus de temps que prévu, et quand il déboucha dans la forêt de sapins qui barre nos montagnes vers la plaine, il faisait déjà jour. Maintenant, à travers la forêt, il pouvait marcher plus en sûreté, et il prit le sentier du haut. Mais à un certain moment, il ne lui fut plus possible de passer. Il avait beau tourner dans tous les sens, il finissait toujours par tomber sur une batterie cachée au milieu des sapins, ou sur une tranchée de deuxième ligne, ou sur un réseau de barbelés. Alors il abandonna toute précaution et s'engagea dans le Barental. Il fut arrêté par un sous-lieutenant de l'artillerie de montagne, conduit au poste de commandement de la batterie, fouillé et interrogé. Le capitaine ne parvint pas à lui faire entendre raison, et pas davantage le vieux au capitaine. « Écoute, dit à la fin le capitaine au sous-lieutenant, nous perdons notre temps et on peut nous demander d'intervenir d'un moment à l'autre. Emmène ce vieil entêté à l'observatoire, fais-lui voir sa maison au périscope et qu'il aille au diable. » Ils allèrent ensemble à l'observatoire. Le sous-lieutenant se fit expliquer exactement quelle était la maison et il pointa sur elle le périscope, invitant Tenley à regarder dans les oculaires. Tenley vit tout de suite qu'il n'y avait pas de cerisier sur le toit, et même pas de toit. Il vit les murs défoncés et noircis et le jardin sur le devant dévasté par des trous profonds qui, à la place de la terre noire et grasse, avaient ramené en surface les pierres blanches comme des os. « C'est pas ma maison, pensa-t-il. » Mais comme il continuait à regarder en silence, il comprit que sa maison avait vécu. De derrière le grabeau, il vit tout à coup se lever 4 petits nuages de fumée, et après, des soldats autrichiens qui couraient, le dos courbé. Le sous-lieutenant qui observait à la jumelle vit lui aussi les 4 petits nuages et les soldats. D'un revers de bras, il écarta le vieux, se pencha sur le téléphone, appela le commandement de la batterie, communiqua les repères pour le tir. Aussitôt après, juste à côté, 4 canons tirèrent des coups rapprochés et les obus allèrent exploser autour de la maison et sur le pré derrière. C'était le 24 décembre 1917. Les Autrichiens tentaient d'enfoncer le front afin de contourner le mont Grappa et le Piave. Tous les canons d'un côté et de l'autre se mirent à tirer. Les régiments autrichiens et hongrois se lancèrent à l'assaut pour arriver à Venise. Les régiments italiens se lancèrent à la contre-attaque pour reprendre tranchées et redoutes. Les mitrailleuses fauchaient les hommes et dans les vallons ravagés, parmi les barbelés et les arbres calcinés, stagnaient les nuages jaunes des gaz asphyxiants. La neige devenait grise de fumée et rouge de sang. De Tenley-Bintarn, plus personne maintenant n'avait cure. Les militaires avaient autre chose à faire. Assis dans un coin de l'observatoire, sa pipe éteinte entre les dents, il entendait les bombes qui éclataient autour de lui et qui passaient au-dessus de sa tête. Quand il eut l'idée de regarder par une meurtrière, il vit le village là-bas au-dessus des prés, mais il n'y avait plus de prés. La neige, les rochers, les barbelés, les cadavres des soldats, tout se mêlait. À la place du village, il y avait un amas de pierres et les grands arbres au-dessus du cimetière, derrière l'église, avaient disparu. Maintenant, là-haut, il ne restait plus rien à détruire, plus rien pour pouvoir y vivre. Tenley marchait lentement à travers le bois du Campo Rossignolo, d'un pas fatigué, croisant les soldats qui allaient en silence au combat et suivant dans la descente la plainte qui s'élevait des civières des blessés. Sa vieille veste de futaine sentait encore le sel et la brebis. Il s'était écarté du bois, de la route et des sentiers. Il s'arrêta pour passer une autre nuit dans un enclos entre les Cytises et les Aulnes, au creux d'un ravin où des belettes et des chats redevenus sauvages trouvaient un abri. Le bruit de la bataille était un peu moins fort.
mais à l'aube, un fracas ininterrompu et d'une intensité croissante le fit sortir de sa torpeur. Il se rendit compte que tous les canons, même les gros calibres postés dans la partie basse du plateau, tiraient à feu continu. Il se blottit dans la paille, comme une agnelle quand elle a froid. Non qu'il éprouvât de la peur, mais un sentiment de pitié. Pendant la journée, pareil aux rafales d'un vent qui tout à coup se déchaîne, la bataille s'intensifiait puis faiblissait. Ce n'est que vers le soir qu'elle se calma un peu. Alors, Tenle Bintarn sortit de son abri et se dirigea vers la plaine. Désormais, il avait décidé de gagner un des villages encore habités, de demander des nouvelles des réfugiés de chez nous, de retrouver ses filles et ses petits-enfants et d'attendre la fin. Il but avidement à un ruisseau, il se rafraîchit le visage. Puis il marcha sur des sentiers abrupts. Par moments, pour descendre, il se tenait aux branches des arbres ou aux racines des buissons. Il traversa des prés scintillants de givre, des champs, labourés à la houe et durcis par le gel. Et tout à coup, l'air devint plus tiède, comme au printemps. Sans le vouloir, il était parvenu dans ce lieu singulier, au pied de nos montagnes, juste avant le début de la grande plaine où mûrissent des figues très douces et le raisin de Damas, où poussent les oliviers. Il se sentait bien maintenant. Il n'y avait plus de bruit de bataille, mais seulement un vent léger dans les branches des oliviers. Le soir descendait, et la plaine aussi, vers la côte, devenait plus claire. Le ciel prenait la couleur de l'eau de mer. Tenle s'assit sous un olivier, remonta sa montre sans savoir que les heures écoulées de cette journée étaient celles de Noël. Il alluma sa pipe, s'adossa au tronc en disant à haute voix « On dirait un soir de printemps ». Et il se rappela le soir où, pour rentrer à la maison bien des années auparavant, il attendait, à la lisière du bois, que l'ombre de la nuit fasse disparaître le cerisier sur le toit. Parfois, les cerisiers poussent sur les toits des maisons pour la beauté du geste et parce qu'ils sont vaillants. Quand les ponts sont coupés, quand les arbres sont tombés, reste la vaillance des cerisiers, la vaillance des aubes et des soirs, la vaillance des choses, des bêtes et la nôtre. Varlam Chalamov, appellerait ça la force des principes. C'est dans les récits de la Colima. L'homme vit par la force des mêmes principes qui font que vivent un arbre, une pierre, un chien. Gordana n'est ni un arbre, ni une pierre, ni un chien. Gordana est caissière au Franc-Prix de la rue du Rendez-vous à Paris. Gordana a beaucoup survécu. Gordana continue dans le registre des invisibles et des ordinaires qui seraient mon rayon. Gordana n'a ni l'élégance ni le panache historique de Tenle Bintarn. Elle n'est pas née au bon endroit ni au bon moment et elle marche le moins possible. Son corps est empêché, elle a un pied beau. Son corps est estropié. Son monde, le nôtre, est estropié, comme la colombe de Boniface. Celle qui parle, dans Nos vies, dont Gordana est l'un des personnages, Nos vies, roman que j'ai publié il y a 1 an, celle qui parle donc et regarde Gordana, passe toujours avec elle en caisse 4 au Franc-Prix de la rue du Rendez-vous. Elle a même ramassé 2 photos qui avaient glissé du portefeuille de Gordana sous la caisse et elle les a regardées, les 2 photos. Gordana n'a pas 30 ans. Son corps sue l'adversité et la fatigue ancienne. Le monde lui résiste. Rien ne lui fut donné, ni à elle,
ni à celles et ceux qui l'ont précédé, l'ont fabriqué et jeté là en caisse 4, au franc-prix du numéro 93 de la rue du Rendez-vous dans le 12e arrondissement de Paris. Le corps de Gordana, sa voix, son accent, son prénom, son maintien viennent de loin. Des frontières refusées, des exils forcés, des saccages de l'histoire qui écrasent les vies à grands coups de traités plus ou moins hâtivement ficelés. On ne sait pas où Gordana fut petite fille. Je suppose la fin des années 80, l'Est de l'Est, et les ultimes convulsions de républiques très moribondes. Je suppute des faubourgs sommaires, des frères et des sœurs, des plus jeunes et des plus âgés, un père long de visage et long de jambes, les yeux clairs, les dents tôt gâtées, une mère inépuisable et harassée, l'école qui ne suffit pas à sauver, l'une de ces langues rugueuses que l'on dit minoritaires, des chansons en anglais et très tôt des rêves d'ailleurs. Gordana aurait eu 4 ou 5 ans, des nattes maigres nouées de rubans verts, un torse étroit, les jambes déjà longues, un air de guingois, et les yeux baissés sur le trésor frémissant qu'abrite le creux de ses bras arrondis, un chiot au museau carré et blanc, pas fini, comme elle, pas tout à fait arraché au limbe, ni tiré d'affaire. Une arrière-cour écrasée de soleil gris, derrière Gordana, de vagues clapiers, et à sa gauche, le bras fort et nu d'une femme que l'on devine vieille, rompue aux travaux qui broient les corps et les plient. Une grand-mère peut-être. On ne voit pas les pieds de Gordana que la photo coupe. Des couleurs délavées, une bande de ciel pâle, la jupe imprimée, du marron, du vert encore, mêlé, le polo blanc sans manches, un jour d'été très enfui, de la lumière, de la chaleur dure, brutale, et cette portée de chiot que la mère délivrée n'aurait pas défendue. J'ai vu la photo, je l'ai ramassée, elle était tombée, avec 2 autres, du portefeuille de Gordana. Je l'ai regardée, j'ai reconnu Gordana, qui ne savait pas que son portefeuille avait glissé sous la caisse, répandant une partie de son contenu. Je l'ai reconnue, au cou long, à l'arrondi du menton. J'ai tout vu, tout retenu, le temps de retourner une 2e photo, de la prendre aussi, et de rendre à Gordana, qui en avait terminé avec la cliente précédente, le portefeuille remis en ordre. Gordana a peut-être eu un enfant. Sur la 2e photo, elle tient un nourrisson de 3 ou 4 mois, rose et nu. C'est un garçon. Elle le brandit plus qu'elle ne le tient. Il a les yeux ouverts et très grands, clairs, d'un gris noyé. Les seins de Gordana remplissent la photo. Ils éclatent, ils fulgurent, moulés de rouge brillant. Les bras sont minces et les mains longues sur la poitrine de l'enfant. Les cheveux sont épais, taillés à la sauvage sur le front et les oreilles. Gordana pourrait avoir 18 ou 30 ans, ou plus, ou moins. Elle n'habite pas son corps, elle se prête. Elle est à côté, on la croise, on l'effleure, ça cogne ou ça flotte. L'enfant serait là-bas, resté dans le monde ancien, chez une grand-mère ou une tante dévolue à cette tâche du gardiennage des enfants laissés. Il aurait 7 ou 8 ans, le menton pointu, et ne sourirait pas sur les photos. Gordana enverrait de l'argent chaque mois, téléphonerait 1 ou 2 fois par semaine, parlerait un peu au garçon, qui ne saurait pas comment raconter à cette mère les jeux de l'école, la neige des hivers et l'attente vague, l'ennui mou des soirs avec les cousins devant la télévision. Les photos de Gordana ont été avalées, radiographiées, englouties, 2 sur les 3. Je n'ai pas eu le temps de retourner la 3e. Gordana n'a pas souri quand je lui ai tendu et rendu son portefeuille. Elle me connaît, je passe toujours avec elle 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Elle a remercié, rogue et protocolaire, et s'est affairée, les mains dans les marchandises. Les doigts longs de Gordana exécutent. Ses ongles sont roses, elle fait les gestes. Son regard est impossible, elle ne voit pas les personnes et ne veut pas les voir. Elle n'en a pas les moyens, ce serait un luxe insensé, c'est bon pour les autres. Les natifs, les légitimes, qui n'ont pas à se battre pour tout et habitent chaque seconde de leur pays,
de leur langue sans même y penser. Gordana calcule et s'économise d'instinct. Elle a dû commencer très tôt. Elle s'économise pour durer, tenir et surmonter. Durer, tenir et surmonter. Gordana encaisse. Gordana est solide. La solidité, ce serait l'autre nom, moins dansant, moins chatoyant, moins lyrique, l'autre nom de la vaillance. Gordana n'a pas eu, ne s'est pas donné, n'a pas su inventer les moyens de sa colère. Il lui fallut pour ce faire, il faudrait pour ce faire une collision. Il faudrait que se réveille, comme on le dit d'un volcan, ce qu'il y a de politique dans l'écrasement de ces vies infimes et encalminées. Réveillons le volcan des écrasés ordinaires avec les mots de Mathieu Riboulet dans « Entre les deux, il n'y a rien ». Il en faut si peu pour que l'axe du monde se déplace et génère de nouveaux horizons, enfante de nouveaux monstres ou de nouvelles impasses. Ce qui a secoué le pays en 1977, ce qui nous a secoués, c'est d'être parvenus au point de la renverse. C'est la joie du vertige, son ivresse et sa rage à se savoir hissés sur la ligne de crête et prêts à dévaler la pente qui s'offrait à nous. L'épicentre de la secousse, c'est Bologne, en Émilie-Romagne, Bologne, la vitrine du PCI, son administrateur depuis 1946, l'appartement modèle de l'eurocommunisme. Don Pasolini, mort à la plage déchiqueté sans même peut-être avoir goûté au cul de l'assassin 15 mois plus tôt, qui y vécut un temps, disait qu'elle était une anomalie. Bologne, siège d'une des plus vieilles universités d'Europe, regroupant 70 000 étudiants venus de toute l'Italie, peinant à vivre décemment, des fuori sede, des hors-sols, déplacés de chez eux, mais bien placés pour pincer un PC qui les méprise, les ignore et les craint. Un jour de paix, un jour d'épaules nues. Suite à une petite échauffourée à la faculté d'anatomie entre des étudiants et un groupe de comunione et liberazione, de la curaille tellement réac que son activisme ouvertement politique a valu à ses ouailles le doux surnom de stalinien de Dieu, la police intervient massivement avec charges et lacrymogènes, mais aussi à balles réelles, dont une atteint et tue Francesco Lorusso, 25 ans, militant de l'Ota Continua. Une balle d'homme de droite pour l'âme d'un chien de gauche. Et la nouvelle met le feu aux poudres. Cette fois, tout va sauter, tout doit sauter. Notre avenir d'étudiant n'est pas plus le nez dans la poussière et du sang sur les lèvres que notre avenir de PD n'est à Ostinia Reading. Quelque chose de l'ordre de la haine, de la rage et de la libération se noue au fond des gorges et monte aux yeux, irradie dans les membres, dilate les pores. Vous paierez cher, vous paierez tout. L'émeute, doucement, se fait insurrection, et l'instant décisif, l'éclat, l'épaule nue, c'est que nous faisons face, bien plus qu'à la police, à la nécessité de vouloir tous ensemble exercer la violence, à l'aisance insensée de nous en rendre maîtres, fût-ce le temps d'un printemps. Car nous nous sommes saisis de la violence à pleine main. Nous en avons disputé le monopole à l'État, qui ne nous l'a toujours pas pardonné. Nous ne l'avons délégué à personne, bras armés ou organisation clandestine, dont il aurait été facile de dire qu'elle agissait et que nous n'entrions en rien dans ses calculs. Pas question de se laisser déposséder de ça aussi, de la ressource inouïe, jaillie du creux des corps, ça,
ce qui déborde du cerveau, ce qui exsude de la peau, ce qui file avec les larmes, avec la sueur et avec les jouissances, la pression insensée qu'impriment sur nos êtres les cadences du travail quand nous sommes à l'usine, l'impossibilité d'aimer quand nous sommes dans les rues, le constat que toujours une église, un parti, une loi ou un flic nous empêche d'aller là où nous voudrions être, au-dessus de nous-mêmes, pour saisir nos amours, nos vies et nos destins, les serrer dans nos bras et nous en imprégner, les hurlements des mômes qu'on n'a pas désirés et le labeur sans fin que nul ne reconnaît quand nous sommes au foyer, résignées et patientes, cette dégringolade d'empêchement, de mépris, d'aumône, d'exhortation que nous sommes décidés à rejeter en bloc. Ça, que nous prenons en brassée quotidienne et dont nous décidons en ces temps de bascule, au plus près de ce point où la renverse s'ouvre, de faire autant de pierres, autant de barres de fer, autant de cris de joie, autant d'armes choisies pour fendre l'adversaire, diffus et décidé, sur lequel nous osons enfin lever la main. Oui, ce sont des temps violents, et nous sommes violents, et nous ne comptons pas nous excuser de l'être. Nous sommes la tempête que vous récolterez. Nous ne rougirons pas de ces affronts lavés, et nous ne nous laisserons pas miner par le remords. Et quelle que soit l'issue de nos gestes tranchants, rien n'effacera jamais l'allègement du poids pesant sur nos épaules à l'instant où, tremblants, mais rigoureux et fins, nous avons balancé sur des murs suants de peur les premiers projectiles de notre vie nouvelle. Vie nouvelle, colère et tempête, ponts coupés, arbres tombés et des chemins de désir à ouvrir à la machette et à la hache, pour penser, pour marcher. Des chemins inventés comme des chambres d'amour et de mots, des chambres secrètes, nichées dans les oliviers feuillus, des chambres sous le ciel, des chambres pour reprendre force et vie sous le dais immense de la nuit, ici et maintenant. Puisse Athéna, aux yeux brillants, étendre sur nous son égide, comme elle le fait pour Ulysse et Pénélope, quand l'Odyssée s'achève, dans la traduction de Philippe Jacotet. La colère d'Ulysse a soufflé sur les prétendants. La place est nette, lavée de leur sang. Au verger, les servantes traîtresses ont été pendues au câble de marine et s'alignent comme des hirondelles au jour du grand départ. Reste Pénélope, dont le cœur n'est pas encore convaincu. Cependant, l'intendante renommée dans le palais lavait le généreux Ulysse et l'oignait d'huile, le vêtait d'une belle robe et d'un manteau. Athéna répandait la beauté sur sa tête. Quand il sortit du bain, on aurait dit un immortel. Il se rassit dans le fauteuil qu'il venait de quitter en face de sa femme et lui dit ces paroles. « Malheureuse, c'est toi, entre toutes les faibles femmes, qui as reçu des dieux le cœur le plus indifférent. Aucune autre que toi ne pourrait aussi patiemment se tenir loin de l'homme qui, après tant de souffrances et 20 années d'absence, enfin retrouve sa patrie. Allons, nourrice, dresse-moi un lit et que j'y dorme encore seule, car elle, c'est un cœur de fer qu'elle a. » La sage Pénélope alors lui répondit « Malheureux, ce n'est point indifférence, ni hauteur, ni dépit de ma part. Je sais ce que tu fus quand tu quittas Ithaque sur la barque aux longues rames. Mais allons, Euryclée, dresse le lit solide qu'il avait fait lui-même, hors de la forte chambre. Quand vous l'aurez porté dehors, garnissez-le de toisons, de manteaux et de draps chatoyants. » Elle parlait ainsi pour l'éprouver. Ulysse, alors, en gémissant, dit à sa fidèle compagne « Femme, ce mot que tu as dit m'a meurtri l'âme. Qui donc a déplacé mon lit ? C'eût été malaisé, même au plus habile homme,
à moins qu'un dieu vînt à son aide, qui l'eût facilement transporté en un autre lieu. Mais des mortels aucun, et fût-il vigoureux, n'eût pu le déplacer, car il est un secret dans la structure de ce lit. Je l'ai bâti tout seul. Dans la cour s'élevait un rejet d'olivier feuillu, dru, verdoyant, aussi épais qu'une colonne. Je bâtis notre chambre autour de lui, de pierres denses. Je la couvris d'un bon toit, la fermai d'une porte au vantaux bien rejoint. Ensuite, je coupai la couronne de l'olivier et, en taillant le tronc à la racine avec le glaive, je le planai savamment et l'équarris au cordeau pour faire un pied de lit. Je le perçai à la tarière. Après cela, pour l'achever, je polis le reste du lit en l'incrustant d'argent, d'ivoire et d'or. Je tendis les sangles de cuir teintes de pourpre. Voilà le secret dont je te parlais, mais je ne sais si mon lit est encore en place, ô femme, ou si déjà un autre pour le déplacer a coupé la racine. À ces mots, ses genoux et son cœur défaillirent. Elle reconnaissait les signes décrits par Ulysse. Tout en pleurs, elle vint à lui, jeta ses bras au cou d'Ulysse, baisa son visage et lui dit « Ne m'en veux pas, Ulysse, toi qui fus toujours le plus sensé des hommes. Les dieux nous ont élus pour le malheur. Nous envions la douceur de rester auprès l'un de l'autre pour goûter la jeunesse et atteindre le seuil de l'âge. Et aujourd'hui, ne va pas te fâcher ni me blâmer de ne pas t'avoir tout de suite ouvert les bras. En effet, tout au fond de moi, mon cœur toujours redoutait que quelqu'un ne vînt ici pour me tromper de ses discours. Il en est tant qui ne pensent qu'à mal. Maintenant que tu m'as décrit le signe indubitable de notre lit, qu'aucun autre mortel n'a vu, or toi et moi et une seule de mes femmes, Actoris, que mon père me donna lorsque je vins et qui gardait les portes de la forte chambre, quelque cruel qu'il soit, mon cœur est convaincu. Elle dit, en Ulysse accroissant le désir des pleurs. Il pleura, tenant sa femme fidèle, joie de son âme. Bienvenue, apparaît la terre aux naufragés, dont Poséidon a fait sombrer le beau navire en haute mer, chassé par le vent et la houle. Peu d'entre eux peuvent échapper à la mer grise et nagent vers le rivage, tout leur corps est ruisselant d'écume. Joyeux, ils mettent pied sur la rive, loin du malheur. Ainsi fut bienvenu à ses yeux le mari, et ses bras blancs ne voulaient plus se détacher du cou. L'aurore aurait paru avant que leurs sanglots ne cessent, si Athéna, aux yeux brillants, n'avait eu son idée. Elle allongea la nuit au bout du monde et retint l'aube au trône d'or dans l'océan, sans la laisser atteler ses coursiers portant aux hommes la lumière, Lampos et Phaéton, qui sont les poulains de l'aurore. Tendons l'oreille, écoutons sous notre peau, dans notre sang, dans la nuit des temps, galoper Lampos et Phaéton, qui sont les poulains de l'aurore. Ils galoperaient, les poulains de l'aurore galoperaient vers notre ici où nous sommes rassemblés. Ils galoperaient. Reprenons pour achever les mots de Mathieu Riboulet. Achevons avec lui, avec ses mots, dans ses pas, dans ses bras. Chaque jour, des arbres tombent et des ponts sont coupés. Reste lumière, vent, pierre, sable. Et odeur d'ici, lumière, vent, pierre, sable. Et odeur d'ailleurs, restent nos vies inquiètes et nos élans joyeux. Nous sommes là où notre présence fait advenir le monde. Nous sommes pleins d'allants et de simples projets. Nous sommes vivants. Nous campons sur les rives et parlons aux fantômes. Et quelque chose dans l'air, les histoires qu'on raconte, nous rend tout à la fois modestes et invincibles. Car notre besoin d'installer quelque part sur la terre ce que l'on a rêvé ne connaît pas de fin. Merci.